Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Ce numéro va revenir sur les souvenirs de la Révolution. Cela faisait en effet 52 ans, le 26 octobre dernier, que cette longue et difficile période avait été lancée. 17 ans plus tard, elle expirait grâce à la conférence nationale qui a lancé la démocratie. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste de cette période? Qu'est-ce que la démocratie a hérité de cette longue période-là? Ce sera donc la question principale autour de laquelle on va faire les échanges tout à l'heure avec Alessi Carlos Oké. Alessi Carlos Oké, bonjour. Bonjour Tanguy. On avait déjà commencé dans le numéro précédent de cette émission, commencé à évoquer justement cette période qu'a connue et traversé notre pays. Aujourd'hui, nous allons faire un peu le point pour voir si la démocratie a quand même gagné quelque chose de cette période qu'on a connue. C'est une grande expérience connue donc par notre pays tout de même. Mais avant cela, je dois noter que les nostalgiques du PAPB disaient que c'était la meilleure période, en tout cas connue par notre pays. Les enfants de la démocratie pensent carrément le contraire. Votre position à vous, c'est quoi? Ma position, elle est mitigée parce que j'appartiens pratiquement aux deux périodes et je peux dire que quand même, quoi qu'on dise, j'ai pu, par mon caractère, par le parcours qui a été le mien, par mon état d'esprit, hériter quelque chose de cette période révolutionnaire parce que j'ai eu la chance, étant tout petit, d'avoir été pris en compte et d'avoir bénéficié d'une formation patriotique, idéologique et pré-militaire dès l'âge de 10 ans. Et je peux vous assurer que quand on a vécu ça... Qu'est-ce que ça a pu changer dans votre vie? Parce que généralement, ceux qui ont connu cette période, c'est ce qu'ils chantent aux enfants de la démocratie. Écoutez, nous, on aimait notre pays, on savait comment l'aimer, on savait comment en prendre soin. Mais quand on voit les résultats et puis le cataclysme économique et politique qui a clôturé tout ça, je ne crois pas que ce soit vraiment le bon exemple. Bon, enfin, si on veut, ça dépend de l'angle qu'on choisit pour faire l'analyse. Je peux vous assurer qu'il y a une chose qui était certaine, c'est qu'il y avait une fièvre qui était entretenue en nous, qui était, on va dire, liée au patriotisme et à l'attachement à la République et aux attributs de la République. Un enfant de la Révolution ne pouvait pas voir le drapeau national et passer avec indifférence, c'est impossible. Ne pouvait pas entendre l'hymne national et passer avec indifférence, c'est impossible. Parce que même en classe, on vous martelait des slogans qui vous galvanisaient, qui vous donnaient le sentiment que vous appartenez à un grand pays et que vous avez l'obligation et le devoir d'apporter quelque chose à la construction de cette nation. Et donc, on ne pouvait pas rester indifférent quand on entendait certaines chansons, pratiquement, même quand c'était pas l'hymne national, pratiquement, on s'arrêtait. Et on poussait beaucoup de slogans qui nous orientait sur ce qu'il fallait faire et ce que notre pays est. Et on l'apprenait dans les leçons. Et ça faisait que, quoi qu'on dise, les cerveaux étaient formatés de façon à ce qu'on comprenne que l'enjeu, c'est le Bénin. Et d'ailleurs, il y avait un discours du grand camarade de lutte, Mathieu Kérékou, qui commençait par ça. L'enjeu, c'est le Dahomey. Et ça, c'est l'une des choses que je regrette un peu parce que on a assimilé ça à de la propagande et on a considéré que la propagande n'était pas compatible avec la période de démocratie. Et pourtant, je peux vous assurer que la propagande a contribué à forger les esprits parce que il y a des passages entiers du discours de Mathieu Kérékou qu'on passait peut-être 10 fois, 20 fois à la radio en français et dans toutes les autres langues du pays. De sorte que l'éveil de la conscience citoyenne était permanente. Du moins. L'éveil de la conscience citoyenne était permanent. Et où que vous alliez,
vous avez le sentiment que nous sommes dans un processus où tout le monde doit rester éveillé, où tout le monde doit apporter sa part. Est-ce que ce n'est pas la stratégie du pouvoir, mettons, qui avait besoin de se conserver, une stratégie qui consiste à mettre la peur mettons, dans le cœur de ces populations et à créer des ennemis virtuels inexistants, de sorte à ce que le citoyen soit toujours à la quête de quelqu'un qui en veut à son pays alors qu'il n'y a personne qui vous en veuille? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Mais il y a aussi une vision qui était derrière tout ça. Vous savez que les révolutionnaires sont venus au pouvoir le 26 octobre 1972, mais le 30 novembre 1972, c'est-à-dire un mois déjà après, ils avaient un discours-programme qui, lorsque vous le lisez aujourd'hui, contient encore une large part de faits actuels qui continuent d'interpeller notre conscience. Donc, comme je le disais, c'est des gens qui, peut-être au départ, n'avaient pas tout à fait conscience de tout ce qu'ils venaient faire, mais une fois au pouvoir, ils avaient véritablement pris un chemin très clair, avec une vision très claire, avant qu'en 1974, les jeunes ligueurs qui sont entrés dans le jeu leur fassent faire des choix idéologiques qui se sont révélés peut-être un peu hasardeux. Mais la vérité, c'est que le peuple tout entier était considéré comme l'acteur principal de cette révolution-là, à la différence de ce que nous avons aujourd'hui, où ce sont des acteurs politiques qui sont les principaux protagonistes et qui font subir ce qu'ils décident à l'ensemble de la population béninoise. Avant, pendant cette période-là, c'est la population qui décidait et on avait véritablement le sentiment de contribuer à bâtir la nation et d'appartenir surtout à la même nation, parce que le fait que les personnes qui sont issues de la partie méridionale du pays parlent les mêmes langues que ceux qui sont issus de la partie septentrionale, c'est-à-dire que les slogans qui sont en langue Bariba, Dindi, Lopa et tout ça, ceux qui sont dans le sud les maîtrisaient parfaitement, tout comme les gens du nord pouvaient dire Egouzou et tout le reste. Bon, donc il y avait un brassage et il est évident qu'en cette période-là, l'unité nationale avait un véritable sens. Mais alors, du 19 février 90 au 28 de la même année, c'était donc la conférence nationale. J'ai eu l'impression qu'on a balayé tout du revers de la main, en tout cas tout ce qui touchait à la révolution à la limite, de sorte à ce qu'avec le recul, on ne retrouve plus de traces, je dois dire, de la révolution pendant cette période démocratique. Pourquoi vous pensez que ces acteurs qui se sont retrouvés au PLM Alédio ont fait ce choix alors assez radical et totalement opposé à la révolution? Parce qu'ils étaient tous, ils avaient tous été abreuvés à une doctrine qui ne s'accommodait pas d'idéologie marxiste-léniniste. Ce sont des gens qui ont été formés dans les écoles occidentales, qui ne connaissent que ces repères-là, qui ont été moulés complètement dans le système qui voulait que les néocolons prennent la suite des colons. Et donc, ce sont des personnes qui, pendant cette période, ont été pour la plupart contraints à l'exil. Pour la plupart. Et donc, en exil, ils ont développé un sentiment on va dire, de réaction, de détestation carrément du système révolutionnaire, et tout ce qui pouvait en émerger leur paraissait totalement illusoire et à balayer. Une sorte de revanche. Donc, lorsqu'ils sont revenus au pays, ils ont considéré qu'il fallait balayer et faire table rase de tout ça pour retrouver l'ancien système, c'est-à-dire la période entre 60 et 72 qui ressemblait à s'y méprendre un peu à ce que les colons avaient laissé. Alors, pour vous, il y avait quand même des choses à hériter, à garder de la révolution. On va les examiner dans les différentes facettes qui organisent la vie du Bénin. Commençons déjà par le plan politique. Là-dessus, il n'y a rien à dire. On ne peut pas gagner ou puiser quelque chose de la révolution. Ce qu'on pouvait gagner et puiser, c'est l'éveil de la conscience citoyenne. Et je ne pense pas que ça soit incompatible avec la démocratie. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que l'amour de la patrie est déficitaire. Partout, vous avez le sentiment que chacun a un problème à régler en fonction de sa propre vie et ne se préoccupe pas
de vivre ensemble, et ne se préoccupe pas des autres et ne se préoccupe pas du pays. Le pays peut tomber à partir du moment où vous avez la possibilité de tirer vos marrons du feu, vous le faites et le reste de la République peut s'écrouler, ça ne vous regarde pas trop. Cet esprit est la conséquence directe du balayage systématique de cet éveil de la conscience citoyenne qui résidait en fait dans à la fois le militantisme, à la fois les formations que nous avions, patriotiques, idéologiques et pré-militaires, aussi bien à l'école que dans la vie active, où après le baccalauréat, vous étiez obligé de faire un service national d'une année et vous portez le treillis en faisant cette formation, en faisant ce service national. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour le jeune homme qui est confronté à ce service. Il se sent véritablement patriote, lié à son pays, attaché même viscéralement, et il est prêt jusqu'à mourir. Parce que lorsque vous faites cette formation, on vous conditionne en fait, avec des slogans, avec des propos, avec des doctrines, avec même des récits et des citations. Moi, je me rappelle qu'en 10 ans, la formation que j'avais faite m'obligeait à réciter la discipline, comme les militaires, une centaine de fois par jour. Ah oui. Et le sergent passe, et quand ça lui prend, il jette la discipline. Et vous étiez obligé de commencer par réciter. Et il va acheter peut-être un petit bout de pain, il finit de manger, et en passant dans le couloir, sans que vous soyez réunis, il lance la discipline. Et si vous êtes 2 ou 3 là, vous vous remettez à réciter. Et c'est comme ça à longueur de journée. Quand c'est comme ça, l'enfant finit par intégrer le fait que la discipline est essentielle dans la vie et que le patriotisme également est essentiel dans la vie. C'est ce qui nous manque aujourd'hui et je ne sais pas comment on peut rattraper ça, mais je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on doit inculquer à ceux à qui on va laisser ce pays en héritage. Si nous ne le faisons pas, ils vont hériter d'un pays auquel ils ne seront pas attachés. On vous parlait du sentiment patriotique né chez les citoyens de cette période-là. Moi, ça me paraît bizarre. Est-ce que vous ne donnez pas trop de crédit justement à la Révolution quand on sait qu'à la fin, il y a eu cette banqueroute-là économique, politique aussi quelque part parce que le pouvoir vacillait quand même, parce que l'économie tient justement le pouvoir. Alors, comment est-ce qu'on aime très bien son pays et puis on le gère de la façon dont l'a géré pour qu'on aboutisse justement à ce ravin économique qui était devant le gouvernement dans le temps? Alors moi d'abord je tiens à vous dire que ce ne sont pas les jeunes qui avaient été formés pendant cette période qui avaient la gestion du pays. Ah oui? Et ils n'avaient pas la gestion du pays. Il y avait un certain nombre de personnes dans l'administration, puisque à l'époque, l'administration était systématiquement pourvue dès qu'une promotion finissait à l'université. Bon, mais les grands décideurs étaient ailleurs. Et ces grands décideurs n'avaient pas forcément subi ce lavage de cerveau quand ils étaient jeunes. De sorte que, bon, c'est vrai que lorsque les révolutionnaires purs et durs, à un moment, à partir de 1982, lorsque les conditions commençaient à se durcir du côté de la communauté internationale, les révolutionnaires ont commencé à faire appel à des gens venus de tous les horizons. Et les gens qui étaient dans les institutions internationales, les gens qui avaient des pions sur rue, qui avaient la possibilité de drainer un financement quelconque, avaient été tous ramenés dans le système. Et je peux dire que c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé véritablement à se casser. Sinon, la révolution en tant que telle, disons que c'est à l'horizon 80-82 qu'elle s'est véritablement arrêtée. Le reste n'a été que, on va dire, une tentative de sauver le navire du naufrage. Et on a amené tout plein de gens dedans qui ont contribué finalement à noyer le navire. On a vu quand même que sous Patrice Talon et au début de son premier mandat, il avait lancé, il avait d'ailleurs promis cette réforme du système partisan. Il l'a lancé, ça a donné ce que ça donne. Et on a cet arrière-goût que c'est quelque part avec un brin de nostalgie sur ce qui s'est passé pendant la période révolutionnaire où quand même
le contrôle, je dois dire, de l'existence des partis était quand même assez strict et on observait une certaine discipline dans leur cohabitation, et même si le PAPB surplombait tout. Et d'ailleurs, avec le PAPB, oui, il n'y avait pas un autre parti. Et c'est vrai que le PAPB était quand même une école. C'était quand même une école, une véritable école, où il y avait des gens qui étaient envoyés en formation, qui revenaient. Il y avait des idéologues du parti qui étaient de véritables maîtres d'œuvre en la matière. Moi, ce que je voudrais regretter par rapport à cette période, c'est qu'aujourd'hui, nous ayons une réforme que Patrice Talon essaye de mener parfois à notre corps défendant et même à son corps défendant, pour que quelque chose puisse rester de ce point de vue-là. Parce qu'en politique, nous avons tout galvanisé, nous avons tout perdu pratiquement du point de vue de l'amour pour la patrie, du point de vue de l'éveil qui amène le citoyen à se sacrifier pour le pays. Ce que je regrette, c'est que cette réforme ne prend pas en compte une dimension essentielle. Laquelle? Et cette dimension, je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre l'intégrer à cette réforme pour qu'elle soit complète. Sinon, elle restera toujours, à mon sens, on va dire, une ébauche inaboutie. Voyez, sous la Révolution, par exemple, je me rappelle que les députés, qu'on appelait les commissaires du peuple, étaient très nombreux et siégeaient sans avoir un statut permanent qui leur conférait un salaire permanent. Faire la politique n'était pas une profession, c'était pas un job. Chacun avait un métier, le tailleur, le menuisier, l'architecte, le médecin, l'enseignant, et chacun exerçait son métier, mais on se retrouvait en session à l'Assemblée nationale pour discuter des questions pour faire avancer le pays du point de vue de la législation. C'est quoi? Vous proposez que la réforme renvoie tous ceux qui sont là afin qu'ils aillent apprendre un métier? Le problème essentiel que nous avons sous la démocratie, et nous l'avons copié ailleurs, je comprends que, ayant vu faire ailleurs, nous n'ayons pas pensé qu'il soit possible de faire autrement. Le problème majeur que nous avons aujourd'hui, c'est la professionnalisation de l'activité politique. Quand le député n'a rien d'autre à faire que ça, et que c'est la seule chose qui est véritablement rentable, et que ceux qui ne sont pas là ne visent qu'à venir là les remplacer, vous comprenez toutes les tensions que nous avons, vous comprenez tous les problèmes que nous avons, et tant que nous n'aurons pas trouvé le moyen de désamorcer ces problèmes, ils vont continuer. Et vous voyez, le train du développement, et nous en viendrons, que la Révolution avait pu faire démarrer un tout petit peu, et qui avait quand même fait un peu de chemin, a été ralenti, et même mis aux arrêts, par l'autre train qui a démarré en 1990 et qui était celui des libertés publiques et des questions électorales. De la démocratie. De la démocratie. Si Patrice Talon a proposé la rupture et le nouveau départ, quand j'analyse, c'est simplement le nouveau départ de ce train du développement qui s'est arrêté depuis 1990 au profit du train des libertés publiques et des questions électorales. Pour vous, les deux choses sont antinomiques? C'est totalement antinomique. La démocratie et le développement? La démocratie qui ne se bat que pour les libertés et pas pour le développement, vous comprenez que c'est une démocratie qui privilégie les libertés au détriment du développement. Le train du développement ne peut pas avancer quand celui des libertés publiques est à plein régime. C'est impossible. Ah oui, carrément. Vous ne verrez aucun pays au monde, et moi j'attends que qui que ce soit m'en donne la preuve, qui a fait le combat des libertés et en a fait la priorité pendant que le développement était en cours. C'est impossible. Oui, ben, c'est impossible. Et du reste, si vous voulez, on en fera une analyse approfondie. Les questions de liberté publique ne sont liées qu'à ceux qui exercent la politique comme activité à plein temps. Il
n'y a que ceux-là qui sont intéressés par les questions de liberté publique. Croyez-moi, aujourd'hui, le petit menuisier qui se bat pour sa survie, le petit maçon qui se bat pour sa survie, l'enseignant même qui est à la bourre du matin au soir, n'est pas préoccupé par les questions de liberté publique. Ah oui, vous trouvez ces raisons? Vous ne les verrez pas dans les questions de liberté publique. Ce sont des questions on va dire, de surenchère politique. Les questions de liberté publique. Ça ne concerne que les activistes politiques et ceux qui sont dans la classe politique, notamment de l'opposition. Les questions de liberté publique et de démocratie appellent justement la liberté du citoyen à choisir le dirigeant qui lui plaît. En l'absence totale de cette liberté, comment est-ce que le menuisier choisit quelqu'un qui puisse mettre en place un contexte, des conditions qui favorisent le développement de son activité en tant que menuisier? Je vais vous dire, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, oui, les citoyens américains sont esclaves du travail. Observez bien, oui. Les citoyens américains sont esclaves du travail. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas, de la démocratie. Si tu ne travailles pas aux États-Unis, oui, tu ne peux pas manger. C'est pas comme ailleurs où il y a le système social, l'assistanat qui permet de... Si tu ne travailles pas aux États-Unis, tu ne manges pas. Ça ne les a pas empêché de promouvoir la liberté oui, que les citoyens américains recherchent et dont ils jouissent principalement, c'est la liberté que procure le travail. C'est le travail qui libère. Parce que le travail vous permet de gagner de l'argent et de le dépenser comme vous en avez envie. Voilà la liberté. Gagner de l'argent en travaillant et le dépenser comme on en a envie. Toutes les autres formes de liberté sont de la surenchère politique. Ah, et je vous assure. C'est pour ça que je vous dis, en se rasant le matin, le menuisier, il n'est pas préoccupé par la question de liberté publique. En se rasant le matin, la femme qui va au marché, elle n'est pas préoccupée par la question de liberté publique. En allant accomplir sa mission de sacerdoce, l'enseignant ne se préoccupe pas des questions de liberté publique. Tout ce qu'il souhaite, c'est gagner de l'argent et avoir la latitude de dépenser son argent comme il l'entend. Quand vous n'avez pas cette liberté-là, c'est là où il y a problème. Et cette liberté ne peut savoir que dans un contexte démocratique. Mais je vous assure que le contexte démocratique, il faut le relativiser. Ah, comment? Il faut le relativiser. Parce que la liberté, nulle part, n'est absolue. Il n'y a aucun pays au monde où la démocratie, ce n'est pas la liberté absolue. Exactement. Oui. Mais nous, regardons-nous, depuis 1990, nous avons le sentiment, et nous travaillons pour ça, que c'est la liberté absolue qui est la bonne démocratie. Comment nous nous battons pour la liberté absolue. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On n'a pas une liberté absolue depuis 1990. Je n'ai pas l'impression que les Béninois veulent une liberté absolue. Ils savent quand est-ce qu'il ne faut pas aller loin. Même la révision de la Constitution, vous voyez combien de fois les gens se sont mobilisés pour s'opposer à ça, pour trouver qu'il y a quand même des limites qu'il faut respecter, etc. Et je ne crois pas que l'option qu'on a fait depuis 1990, c'est de n'avoir pas de limite à nos libertés. Nous ferons tout à l'heure la comparaison, si vous voulez. Mais je peux vous assurer qu'en 17 ans de révolution, il y a plus d'acquis sur le plan du développement qu'en 34 années de renouveau démocratique, et je peux le démontrer sur ce même plateau. Ah oui? En matière d'infrastructure, en matière d'instruction des enfants, en matière de développement des indices humains, etc. Vous pensez que la période révolutionnaire a mieux fait que la période de la révolution qui n'a duré que 17 années a quand même apporté plus que les 34 années de renouveau démocratique. Au plan politique ou au plan développement? Ben, déjà au plan politique, je suis en train de vous le démontrer. Nous sommes devenus complètement, on va dire, même des ennemis de notre propre pays. Nous sommes devenus ceux qui empoisonnent notre propre pays. Nous sommes devenus ceux qui détruisent le pays. Nous sommes devenus ceux par qui le pays se porte mal. Et c'est déjà ça le premier bilan qu'il faut faire. C'est à nous de faire en sorte que notre pays se porte bien. Et c'est nous qui faisons en sorte qu'il se porte mal. C'est déjà là un bilan qu'il faut faire et constater qu'il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas
non pas l'essence de la démocratie qui nous fait avoir ce profil que vous peignez, mais plutôt, je dois dire, la mauvaise éducation que nous avons reçue. La démocratie n'a jamais demandé à un citoyen de ne pas payer ses impôts, de ne pas aimer son pays, de ne pas aller à l'école, de ne pas travailler. La démocratie n'a jamais interdit ça. C'est la qualité de l'éducation qu'on a inculquée à l'enfant qui fait que justement on a ce profil à la fin qui se moque pas mal de ce que peut devenir son pays tant que lui il reste. Et cette qualité d'éducation, est-ce que vous avez pensé que c'est à partir de 90 qu'elle a peut-être chuté au point que le citoyen ne se sente plus obligé de payer ses impôts? C'est ça ce que je vous dis. Je pense plutôt que les acteurs politiques n'ont pas fait de l'éducation une priorité. C'est pourquoi la démocratie est dévoyée aujourd'hui. Les acteurs politiques, pourquoi vous les sortez du contexte social? C'est notre société qui les a sécrétés. Oui, mais c'est la démocratie qui les a sécrétés. Oui, mais ce sont nos dirigeants. C'est supposé les plus illuminés. C'est ce que je dis. C'est notre société qui les a sécrétés. Et c'est ce que notre société est devenue qui a sécrété les dirigeants. On dit que chaque pays a les dirigeants qu'il mérite. Donc, c'est ce que notre société est devenue qui sécrète les dirigeants que nous avons eus jusqu'à présent. Donc, c'est ça que je vous explique. Nous n'avons pas fait de notre priorité ce qui doit être une priorité. À partir de 90, tout le monde s'est considéré comme étant désormais en vacances, en supposant que c'est l'État qui doit tout faire, c'est l'État qui doit tout apporter. Donc c'est ceux que nous élisons qui ont la responsabilité de construire le pays. Nous n'avons pas de devoir, nous n'avons pas d'obligation. Et vous verrez que quand on parle de paiement d'impôts, c'est peut-être le gouvernement du nouveau départ et de la rupture qui a battu tous les records en nous contraignant pratiquement à payer nos impôts. Sinon, les citoyens considéraient que pendant 10 ans, sous Boni Yahi, il y a des gens qui n'ont jamais su ce que c'est que de payer les impôts. Ils n'ont jamais su. Et personne ne les inquiétait. Et le système était tel que, même quand tu ne payes pas, il y a les arrangements possibles. Oui. Et pourquoi te fiche la paix? C'est pas la faute aux citoyens. C'est la faute à qui? Le responsable. C'est le système. Le responsable est le produit du système. C'est de ça qu'il s'agit. Les responsables que nous élisons sont eux aussi les produits du système. Qui n'a rien à voir avec la démocratie, on s'entend. Mais bien sûr, la démocratie, c'est un système, c'est quelque chose que nous avons copié et à l'intérieur duquel il y a eu un relâchement du point de vue de la moralité, il y a eu un relâchement du point de vue du civisme, un relâchement du point de vue du patriotisme et de la conscience citoyenne. Et nous évoluons à l'intérieur en pensant que tant que nous faisons les élections, tant que nous parlons de liberté publique au quotidien, ben, tout va bien. Et au contraire, moi je vous assure que quand on enlève ces questions de liberté publique, dans 4 ans de renouveau démocratique, nous n'avons pas fait grand-chose. Donc il faut retourner à la période de dictature. Il ne faut pas retourner à la période de dictature, ça ne saurait se faire. Il faut aller dans le passé, chercher ce que nous avons laissé dedans et qui peut nous servir aujourd'hui. Le parti unique. Non, pas le parti unique. Qu'est-ce qu'on cherche alors dans la révolution? Le travail qu'on fait sur les citoyens. Oui. C'était ça la force de la révolution. L'endoctrinement. Il faut endoctriner. L'abrutissement à la limite du citoyen dès l'enfance. Si vous appelez ça abrutissement, c'est que peut-être vous n'avez pas bien compris ce que j'essaye d'expliquer depuis le matin. Comment ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'abrutir le citoyen, il s'agit de l'éclairer. Il ne s'agit pas le discours. Il arrive à des citoyens de réciter sans savoir qu'est-ce qu'ils récitaient pendant la Révolution. Et ne pas s'engager, d'ailleurs même, ne pas se sentir engagé par ce qu'il est en train de réciter. C'est ça que j'appelle l'abrutissement. Réciter sans savoir pourquoi est-ce qu'on récite. Ayons d'abord quelque chose. Et bien obéir par ordre et par contrainte. Ayons au moins quelque chose à réciter aujourd'hui. Ayons quelque chose par lequel l'enfant qui récite se sent concerné par ce qu'il récite. Ayons au moins quelque chose qui galvanise les enfants. Ayons quelque chose qui formate les enfants et leur donne le sentiment qu'ils appartiennent à une nation et que c'est à eux qu'il appartient de construire. Quand on me dit que l'enjeu c'est le Dahomey, l'enjeu c'est le Bénin, c'est un aboutissement. Quand on dit aux citoyens et que le citoyen le répète à l'envie, comptons d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres forces, c'est de l'aboutissement. Quand on dit aux citoyens que la caractéristique fondamentale et la source première de l'aliénation de notre pays est la domination étrangère, c'est de l'abrutissement? Mais non, c'est un éveil. Au moins, à ce moment-là, le discours vous permet de savoir quelle est la situation dans laquelle vous vivez. Le discours vous permet de dire, attention, le salut ne viendra jamais des autres. Ça ne viendra que de nous-mêmes. Et quand l'enfant est moulé dans ça,
c'est un adulte différent. C'est de ça que je parle. Donc, il ne s'agit pas d'aller dire, bon, on reprend la révolution là où on l'avait laissé. Ce n'est pas ça du tout. Mais nous avons laissé derrière nous des systèmes de mobilisation, d'éveil de la conscience qui ferait beaucoup de bien à la démocratie si nous les exploitons. Alors c'est vrai qu'il a fini son, est-ce que je peux dire ça comme ça, mais on pourrait le considérer comme ça, il a fini son travail de réforme du système partisan, Patrice ce talent, mais ça peut lui arriver de repenser à ajouter quelque chose. Il va demander aux partis politiques d'avoir des slogans à l'intérieur, ou bien on va inscrire les slogans à l'école. Comment ça se fait ce retour pour avoir de quoi réciter, comme vous le dites? Et c'est d'abord de savoir ce qu'il y a à réciter. Nous avons érigé des statues partout dans le pays. Les enfants croient que c'est juste de la décoration. Les enfants ne savent pas que c'est des modèles qui ont existé dans notre histoire et que nous avons à leur ressembler. Qu'est-ce qui nous fait dire aux enfants au quotidien que les statues qu'ils voient là, que ce n'est pas que de la décoration. C'est une histoire de notre vie dont les acteurs éminents ont été ces personnes que vous voyez dans les statues là et auxquelles vous devez vous identifier, auxquelles vous devez essayer de ressembler. Si nous ne faisons pas ça et que nous érigeons des statues, que les enfants, quand il faut aller faire des photos en bas des statues et que ça ne sert qu'à ça, nous avons un problème à régler. Voilà de quoi il s'agit. Donc, moi, pour ma part, le système partisan gagnerait à avoir ce rajout essentiel de désintéressement de l'activité politique. Il faut qu'on cesse de rémunérer à la hausse l'activité politique et que celui qui fait l'activité politique ait le sentiment de se sacrifier pour ce pays, pas d'aller s'enrichir. Il faut supprimer le financement public alors des partis politiques. Il faut, si c'est nécessaire, non, le financement joue un rôle important. Dans la philosophie du financement, on peut continuer de financer les partis politiques. Oui. Mais les acteurs politiques... Monsieur s'engage en politique pour servir sa nation. Il crée un creuset où il pense partager des idées pour aller servir sa nation. Pourquoi est-ce que la nation devrait financer ça? Il ne s'agit plus, depuis un certain temps, de creusets créés par une personne. Oui, des personnes peuvent s'entendre. Ce sont des partis politiques pour dire, okay, parce que nous avons décidé nous-mêmes que désormais il y aura plusieurs partis et que le multipartisme sera... Ça qui est très bien. À partir de ce moment, nous devons faire en sorte qu'il y ait des partis de vrais qui puissent animer la vie politique. Et dans ce sens, je comprends parfaitement le financement parce que le financement permet d'éviter les dérives dans le genre que nous avions connu où c'est un patriarche qui vient avec son argent, qui crée le parti et qui fait du parti ce qu'il veut et que le parti devient son fonds de commerce. Moi, je dis qu'il faut que l'activité politique soit désintéressée. Si vous avez un métier, vous exercez votre métier et quand on a besoin de vous pour des questions politiques, on vous convoque et vous venez. Vous servez votre patrie avec dévouement et quand vous avez fini, vous retournez à votre profession. C'est ça qui fera peut-être que l'argent qui pervertit tout aujourd'hui en politique, l'argent qui dénature tout et qui nous fait élire les personnes qui ne devraient jamais être élues, pourrait peut-être à ce moment-là nous permettre d'assainir. Parce que sans une décision de cette nature-là, l'assainissement sera absolument difficile. On va observer ce qu'on peut tirer de la révolution au plan économique. Maintenant, j'avoue que je ne vois pas tout de suite. On a créé, mettons quoi, une bonne vingtaine de structures en une nuit pendant la révolution. C'est vrai, à des moments donnés, cela a prospéré. On a développé le socialisme. Tout le monde devrait travailler, aller à l'école et puis avoir sa petite parcelle à cultiver. On va refaire ça en démocratie maintenant, à l'aide du numérique? Non, mais sur le plan économique, je pense qu'en dehors du discours, il y a quand même eu quelques avancées. Lesquelles? Sur lesquelles nous n'avons pas su continuer de surfer pour aller plus loin. Moi, je pense qu'il y avait, à un moment, en tout cas entre 1974 et 1982, un tissu économique, un tissu industriel même, qui
qui faisait notre fierté. Vous appelez ça tissu industriel? Oui, je l'appelle parce qu'aujourd'hui... 2 ou 3 sociétés qui fabriquaient des produits basiques, le savon, c'est pas moi, le lait, et voilà. Non, nous avions des huileries, je vous l'ai dit. Et ça mettait notre pays en pole position en Afrique dans la production de l'huile de palme et de ses dérivés. D'accord? Oui. À un moment dans notre pays, et je vous ai dit, nous fabriquions des pâtes alimentaires qui alimentaient toute la sous-région, les macaronis Rio. À un moment, il y avait la Sobeta, société béninoise de tabac et d'allumettes, qui fabriquait de la cigarette et des allumettes. Nous avions les 3S, société sucrière de Savet, qui fabriquait du sucre. Il ne faut pas oublier que les cimenteries que nous avons aujourd'hui, au moins 2 avaient été créées sous la Révolution. Onibolo et Simbéné. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il y avait ce que moi je pouvais considérer comme... Aujourd'hui, quand vous regardez, il y a quoi? Oui, mais on ne va pas continuer à laisser l'État faire le commerce comme par le passé. Si l'État ne fait pas de commerce, oui, et que nous avons décidé que l'État ne fasse pas de commerce, oui, c'est parce que nous avons pensé que nous pouvons faire beaucoup mieux que l'État. Si l'État se désengageait. Oui. L'État s'est désengagé, mais dites-moi où est le tissu industriel? Mais l'État peut-être n'a pas créé les conditions qu'il faut pour que justement les industries là se développent. Si le contexte fiscal, fiscal est difficile. Ça veut dire donc qu'on n'a pas pris toutes les décisions qu'il y avait à prendre depuis le début pour que nous ayons une démocratie qui soit aussi vecteur de développement. Parce qu'il n'y a rien eu depuis 34 ans. Du point de vue industriel. Aujourd'hui, Patrice Talon essaye de faire ce qu'il peut en créant la GDIZ à Aglo-Djigbe. Et pour ça, il a fallu voter une loi qui précarise complètement l'emploi. Les gens pensent que c'est parce que le dirigeant est méchant qu'il le fait, mais c'est la condition pour que les investisseurs viennent. Parce que Aglo-Djigbe, ce n'est pas les Béninois. Ce sont des investisseurs étrangers, majoritairement. Et si l'investisseur étranger n'a pas la maîtrise de la main-d'œuvre et n'est pas rassuré par cette maîtrise, vous croyez qu'il viendra mettre l'argent? Donc c'est ça. Il n'y a pas cette relation de cause à effet. Aujourd'hui, nous essayons d'avoir Aglo-Djigbe, mais avant Aglo-Djigbe, dites-moi, en 34 années de démocratie, où est le tissu industriel? Où est-ce qu'il est? Bon, il y a des brasseries, enfin, sociétés de brasserie qui sont quand même... La société de brasserie qui existe, la seule, elle était déjà nationalisée sous la Révolution avant de retrouver... Bon, voilà, donc nous n'avons pas évolué de ce point de vue, mais absolument pas. Nous avons créé une zone franche industrielle dans laquelle personne ne venait. C'est quand même curieux. Parce que les conditions n'étaient pas incitatives. Que l'État puisse performer dans le domaine économique que des citoyens, que des individus qui peuvent se mettre ensemble, c'est quand même curieux. C'est une curiosité béninoise. Et c'est là même que vous verrez que notre démocratie, nous l'avons effectivement adoubée au départ, nous sommes rentrés dedans de plein pied, mais nous n'avons pas pris la mesure des devoirs que nous avions, que nous devions continuer d'accomplir tout en étant dans le système de démocratie. N'avait pas fait un choix. Nous étions à ce propos, n'avait pas fait un choix politique clair à ce propos à partir de 90. L'État avait priorisé, plutôt que de transformer le Bénin en une assiette, en une plateforme de services, en une assiette de services où on importe, on exporte, où on rachète, on achète, on revend, etc. Si l'État avait pris la décision de soutenir des investisseurs pour l'installation des industries, etc., on aurait changé de cap. Et là, je reviens encore à cette vision des leaders que nous avions depuis 90. Nous avons toujours été dans la jouissance depuis 1990. C'est tout le problème. Jouissance des libertés, jouissance de ceci, jouissance de cela. Et tout le monde est dans la jouissance. Nous avons et personne n'est dans le devoir. Tout ça pendant 17 ans. Exactement. Donc nous avons pensé qu'à partir du moment où nous avons fermé les portes des contraintes, de la discipline et des obligations, eh bien, nous rentrons dans une phase où tout le monde est libre et qu'il n'y a plus de contraintes. Donc, on était dans la jouissance et il n'y avait pas d'obligation de résultat. Le gouvernement arrive, il fait ce qu'il a à faire, personne ne l'oblige à faire, et quand il sort, qu'il l'ait fait ou pas, on s'en fiche. Qui obligeait Mathieu Kelko à rendre compte dans le temps, quand il dirigeait le Bénin révolutionnaire? Personne. Mais c'était des militaires.
Et les militaires n'ont pas la même mentalité que nous. Ils ont une obligation de résultat, ils ont des contraintes, ils ont une discipline, ils ont des règles. Ça fait qu'il n'y a rien à faire, vous devez produire du résultat. Comment aujourd'hui, si nous avons ce que nous avons, c'est simplement parce que la vision que nous avions eue en entrant de plein pied dans la démocratie, n'intégrait pas cette dimension de développement pour laquelle nous avions des obligations qui devaient continuer. Alors comment on fait comme sous la Révolution, on se réunit une nuit, on crée les sociétés, non, les sociétés n'ont rien à voir avec les industries dont je parle. Les sociétés, c'était pas nationalisme, c'était pour montrer que nous étions devenus une économie nationaliste et qu'on devait chasser tous ceux qui n'étaient pas béninois, qui avaient des économies, des capitaux étrangers, c'est ça. Mais ensuite, les complexes qui ont été créés, les complexes industriels qui ont été créés, l'ont été parce qu'il y avait une vision derrière. Par exemple, aujourd'hui, nous essayons de transformer le coton aglo-digué. Mais pendant longtemps, il y a eu cette rupture. Mais sous la Révolution, nous avions deux industries cotonnières. Deux. Il y avait la Cotel et il y avait celle qui était à la Citex, qui était à Lokossa. Donc, il y avait une vision derrière. Nous n'avons plus, à un moment, eu d'obligation et nous avons pensé que, bon, chacun vient, il prend ce qu'il a à apprendre et il continue son chemin. C'est exactement ça. Donc, sur le plan économique, je pense que nous aurions gagné à continuer ou au moins à ressembler un peu à ce que ceux que nous avions chassés du pouvoir en 90 ont pu laisser. On leur a donné l'opportunité de revenir nous garder pendant 10 ans. Ils n'étaient plus, on sait ce qu'ils ont fait des 2 ans qu'on leur a confiés. Ils n'étaient plus dans l'esprit de la Révolution et aucun d'eux ne voulait même s'illustrer par la moindre contrainte qu'on imposait à qui que ce soit. Donc les citoyens, à ce moment-là, ont manifesté une liberté, un désir de liberté intense. Et Mathieu Kérékou a été à la fin celui qui celui qui a le plus permis aux Béninois de jouir de la liberté. Et c'est là où il est coupable. Parce que quand on a eu une vision qu'on a essayé d'implémenter pendant 17 ans et que les populations se sont soulevées pour dire nous voulons de la liberté, qu'on leur a laissé peut-être la main, on ne leur laisse pas la main autant pour montrer qu'on s'en débarrassait. C'est ce que vous voulez, bon je vous le donne et puis je reste tranquille. On n'est pas un leader dans ce cas. Vous voulez qu'il fasse quoi? De la révolution dans la démocratie? Oui, une sorte, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, on ne peut pas laisser les libertés il a voulu nous mettre à l'épreuve de la liberté. Vous voulez la liberté? Mais allez-y, prenez-la. Donc on verra bien ce que vous en faites. C'était ça. On a découvert ce que les gens en ont fait. Hein. Voilà, les gens de la liberté ont fait du libertinage. Au plan culturel? Au plan culturel, j'avoue qu'il y avait eu un problème avec notre culture sous la Révolution. Aujourd'hui, elle respire mieux. Elle respire mieux. Elle respire mieux. Et parce que c'est la Révolution qui avait tué les chefferies traditionnelles. Complètement. C'était interdit d'ailleurs de porter le moindre turban pour se prévaloir d'une chefferie quelconque. Donc, mais ce qui a par contre marché sous la Révolution, c'est l'industrie musicale et du spectacle. Qui était orienté et qui était conditionné. Qui était orienté et conditionné, mais qui avait produit du résultat. Vous savez, l'industrie avait produit beaucoup il y avait beaucoup de choses pour nous galvaniser toujours, parce que les révolutionnaires étaient dans la propagande et tout était utile pour la propagande. Mais c'est sous la Révolution que nous avons connu l'orchestre national qui a le plus duré dans le temps et qui a le plus, qui doit compter une discographie la plus abondante. C'est le Polyrythmo. C'est un produit de ça. Que l'orchestre existe toujours, je crois. Oui, il y a vous verrez qu'après 90, Polyrythmo est entré pratiquement en hibernation avant que quelqu'un, une dame, ne ressorte cet orchestre il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus combien. Mais pendant longtemps, ils sont entrés en hibernation parce qu'ils avaient une structure qui est complètement tombée. Vous voyez? Sous la Révolution, moi j'ai connu un producteur. Quel est le lien qu'il y avait entre la Révolution, le leader de la Révolution et le groupe Polyrythmo pour que l'avènement de la démocratie déroute complètement ce groupe musical dont vous parlez? Parce que ce groupe musical était utile à la Révolution et que la Révolution l'avait entretenu. Il avait fait en sorte que ce groupe existe et est
on va dire, un palmarès. Oui, c'est ça. C'est pas la faute à la démocratie. Hein, si tout le monde a laissé tomber l'orchestre mythique, c'est pas la faute à la démocratie. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu de la promotion musicale et qu'il y avait effectivement de la suite dans les idées par rapport à la promotion. Sous la Révolution, il y avait deux promoteurs principaux. Il y avait un qui était dans la discographie, c'était Albary Castor, qui produisait les polyrythmos et qui avait assuré la survie de cet orchestre pendant longtemps. Et dans le monde du spectacle, il y avait Dagoti, qui faisait venir tout ce qu'il y avait comme grand chanteur sur le plan africain au Bénin, et nous avions connu cette période-là où tout chanteur qui émergeait en Afrique venait passer par Cotonou. Voilà, devait passer par Cotonou. Sur ce plan, je pense que ce que nous avons perdu, c'est surtout l'accompagnement dont pouvaient bénéficier des acteurs. La révolution mettait beaucoup d'argent justement il y avait une politique en tout cas pour soutenir la musique. Je ne sais pas combien on mettait, je ne sais pas comment ils mettaient de l'argent, mais il y avait un accompagnement. Si quelqu'un comme Jonas Pedro a fait carrière comme il l'a fait, c'est aussi parce que pendant cette période-là, il avait eu ce qu'il fallait comme accompagnement sur le plan national. Pas pour rayonner, parce que les révolutionnaires ne s'occupaient pas du rayonnement international, ce n'était pas leur problème. Mais pour rayonner sur le plan national, ils avaient eu ce qu'il fallait pour contenir, on va dire, animer. Ce qui se faisait n'était pas forcément fondé sur un équilibre qui pouvait durer. Hein. À tout moment, ça pouvait s'écrouler. Bon, c'était sûr, c'est qu'ils avaient besoin de ces acteurs, de ces acteurs culturels pour continuer à sensibiliser, parce que de très nombreuses chansons de polyrythmos étaient dédiées à la Révolution et avaient pour fonction justement un lavage de cerveau, comme vous dites. Au plan social? Au plan social... Est-ce qu'on se portait mieux sur la Révolution que maintenant? Je ne saurais le dire. Comment ça? Vous avez les deux pieds? Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que, j'en ai fait la démonstration la dernière fois, sans être vraiment riche, on avait la possibilité quand même de ne pas crever, de ne pas sombrer complètement dans la pauvreté. Parce qu'il y avait toujours un moyen d'aller faire un petit crédit quelque part. Et même quand vous êtes gardien dans une structure ou dans une unité de production, comme on les appelait, vous pouvez à la fin de l'année, quand tout le monde achetait un poulet, vous aussi vous pouvez acheter votre poulet. Quand tout le monde achetait du riz, vous pouvez en acheter aussi. Quand tout le monde achetait un tissu pour les enfants, vous pouvez en acheter aussi, sur la simple base de votre salaire qui pouvait permettre de faire un apurement dans le temps. Vous voyez, aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus évidentes parce que l'État s'est désengagé complètement du commerce, et l'État ne faisant plus du commerce, les civils, enfin je veux dire les privés, ne sont pas des philanthropes pour que si vous êtes travailleur quelque part et que vous avez un salaire modeste comme 30 ou 40 000 francs, qu'on se mette à vous faire des crédits sur une longue durée. Donc au moins socialement, il y avait ça, et je ne sais pas si c'était dans l'air du temps, mais il y avait beaucoup de dons. Les dons chinois, les dons russes, les dons cubains, et il y avait des dons américains, il y avait beaucoup de maïs, il y avait beaucoup de riz à distribuer, il y avait beaucoup et parfois même quand on a fini de distribuer une partie, on en vendait le système d'assistanat. Alors c'était un système d'assistanat parce que nous avions des relations avec des pays qui partageaient avec nous l'idéologie socialiste, et que quand on est socialiste, on partage. Est-ce qu'on se soignait mieux? Non. On ne se soignait pas mieux parce que les infrastructures de santé n'existaient pas, et lorsque ces infrastructures existaient, elles étaient mal équipées, de sorte que, bon, c'est vrai, on a eu le CNHU qui pendant longtemps a été la vache à lait parce que l'État n'apurait même pas les dettes, les grosses dettes qui s'accumulaient pour soutenir les travailleurs qui, avec le document, comment vous appelez, le document de prise en charge, pouvaient aller se soigner presque gratuitement. Et
de ce document, on abusait et on en abusait abondamment, de sorte que les dettes se sont accumulées au niveau de nos centres hospitaliers qui ont fini par... Donc on n'a rien à prendre côté de ce côté-là, je ne vois pas très bien ce qu'il y a à prendre, la démocratie, en dehors du fait que nous sommes aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon travaille à ce que l'Arche soit opérationnelle et que ça ressemble un peu à ce que nous avions connu. Ouais, la médecine traditionnelle avait quand même une place dans le temps. La médecine traditionnelle avait une place et avait été même reconnue officiellement. Donc, et ces acteurs étaient pris au sérieux et collaboraient même avec les services de santé officiels. Donc il y avait des cabinets qui étaient reconnus, il y avait des grands praticiens qui étaient reconnus et qui collaboraient avec la médecine moderne pour essayer parfois de régler des problèmes ensemble. Donc on permettait à des praticiens d'aller dans les hôpitaux pour collaborer avec les médecins afin que nous puissions avoir. Donc je pense qu'il y avait un véritable souci à l'époque de prendre en compte la médecine naturelle béninoise et d'en faire un produit comme les Chinois en ont fait et qui se promènent aujourd'hui pour nous apporter ce que nous avons peut-être en mieux. Et le Bénin éduquait-il mieux son enfant hier qu'aujourd'hui? L'éducation était surtout basée sur le patriotisme, l'idéologie et tout ça. La formation était basée sur le souci de rendre l'activité manuelle indispensable pour tout enfant. Bon, si quelque part ça n'a pas prospéré, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas eu la bonne méthode, qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à la pédagogie pour que nous ayons aujourd'hui des élèves, ou en tout cas des lycéens partout sur le territoire national, qui soient des artisans ou en tout cas des techniciens qui accompagnent le développement de notre pays. Nous avons une élite, nous avons des enfants qui sont formés à parler uniquement français, à être extrêmement, on va dire, performants dans la théorie, qui savent tout expliquer, tout justifier, tout comprendre et tout enseigner, mais qui ne savent rien faire de leurs mains. Et c'est ça que nous devons impérativement corriger. J'ai l'impression que les deux formules d'éducation ne vous plaisent pas. Les deux ne me plaisent pas pour la simple raison que je considère que les deux ne nous permettent pas de valoriser ce que nous sommes. Comment on fait? Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une jonction. On fait une jonction de tout ça, on fait un mélange et on travaille à faire en sorte que nous ayons des Béninois qui soient capables vraiment de leurs mains de transformer tout ce que nous avons dans notre environnement et surtout de produire tout ce dont nous avons besoin dans tous les domaines. Les espaces de coopératives, comme par le passé peut-être, ou les espaces agricoles. Dans tous les cas, si nous avons besoin de conduire une voiture, il faut que nous soyons en mesure de la fabriquer. Si nous voulons utiliser un matériel quelconque, il faut que nous soyons en mesure nous-mêmes de fabriquer ce matériel. Nous pouvons l'importer comme les autres le font, mais vous verrez qu'il y a un quota qui est réservé à l'importation et ce quota, on ne le dépasse pas quoi qu'il arrive parce que la production locale doit préexister et c'est cela que moi je voudrais, parce que quand vous regardez dans notre environnement, tout ce que nous utilisons vient d'ailleurs, tout, mais absolument tout. Et donc quand c'est comme ça, nous sommes dépendants, entièrement dépendants des autres et l'univers dans lequel nous nous projetons, l'avenir dans lequel nous nous projetons sera un peu, on va dire, un peu malheureux pour les personnes qui seraient dans notre condition et qui dépendraient intégralement des autres dans tout ce qu'ils utilisent et dans tout ce qu'ils produisent. Alessi Kalosoke, merci. C'est moi qui vous remercie. J'aurais voulu qu'on aille un peu plus loin dans le domaine sportif par exemple. Mais bon, oui, le domaine sportif rapidement, peut-être en deux mots. Ah oui, je voudrais souligner ça parce que vous savez, la seule grande infrastructure sportive que nous avons héritée de la Révolution, c'est le Stade de l'Amitié, qui était le fleuron qui a été inauguré en 1983. Depuis 34 ans, nous n'avons pas fait mieux et c'est bien dommage.
Bon, je crois que la rupture nous a doté de stades au niveau communal. Bien avant cela, on a quand même construit des stades dans certaines localités. Je pense que ces stades-là ont un rôle à jouer qui n'est pas celui d'abriter les compétitions internationales. Puisque là, vous voyez bien que pour jouer nos matchs, nous sommes obligés d'aller à Abidjan, bien que nous ayons des stades construits un peu partout. Donc moi, j'aurais du moins souhaité que nous ayons pu avoir des répliques ou en tout cas des copies en mieux du stade de l'amitié. Ce pas des projets qui manquent. On se demande juste pourquoi est-ce que ça ne se concrétise pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne se concrétise pas, mais j'observe que en 17 ans de révolution, on nous a laissé un stade et qu'en 34 ans de démocratie, nous n'avons pas fait mieux. Peut-être qu'on s'est concentré sur la construction de stades à l'intérieur du pays, même si c'est des stades pas aux normes internationales pour accueillir des matchs internationaux. Mais j'ajouterais que la fièvre du football, la passion du football, c'était sous la Révolution. Ah, vous trouvez? Lorsque les Dragons de Lomé avaient un match, que les Requins de l'Atlantique avaient un match, lorsque les Bifs du Borgo avaient un match, à une certaine période, le pays tout entier cessait de respirer. On ne mangeait plus. Parce qu'il y avait une telle passion autour du football. Il y avait une véritable Mais la passion reste toujours. Cette passion, aujourd'hui, quand vous dites le football, c'est peut-être au Bénin, ou que peut-être le Béninois a d'autres fenêtres où il va. Aujourd'hui, la passion du football pour les équipes nationales a fortement chuté pour s'extérioriser. C'est quand le Barça joue que tous les Béninois sont mobilisés aujourd'hui. C'est bien dommage. Ah oui, absolument. En tout cas, on va espérer qu'on puisse insuffler une nouvelle dynamique justement à ces éléments-là pour que le Bénin puisse se repositionner dans le concert des nations. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. À jeudi prochain.